C'est un jour qui est proche du 8 mai, qui est le jour où Madame Blavatsky est décédée, et les théosophes tous les ans ont une réunion particulière à l'occasion donc de la mémoire, pour célébrer, on pourrait dire, la mémoire de H.P. Blavatsky. Alors, ça c'est le 1er mai. Il y a aussi donc, on peut citer la réunion de vendredi prochain, le 29 avril. Le thème abordé sera les vraies perspectives de la réincarnation. Vous aurez la possibilité de retrouver toutes ces informations sur notre site principal qui s'appelle theosophie.fr, enfin www.theosophie.fr, qui reprend l'ensemble des informations sur nos activités, qui comprend aussi un certain nombre de documents que l'on peut télécharger gratuitement, les principaux livres, et puis aussi la possibilité de connaître des documents que nous utilisons dans nos réunions d'études du mercredi soir. On a les réunions qui sont proposées, donc sont toujours sur Skype pour l'instant, tant que la situation sanitaire ne sera pas clarifiée. Donc on a une réunion de 19h à 20h, en ce moment on vient d'aborder, on débute en fait seulement, cet ouvrage qui s'intitule « Les lettres qui m'ont aidé » de William Cohn Judge et qui apporte énormément de conseils sur la façon de vivre la vie spirituelle au quotidien. Donc ce sont des lettres qui ont été reçues par des étudiants théosophes à l'époque, donc à la fin du 19e, quand Judge les a écrites, et qui ont une portée universelle parce qu'elles représentent des questions en rapport avec le thème de la spiritualité par lequel chacun, les questions que l'on est susceptible de se poser. À partir de 20h15, le même soir, le mercredi soir, donc tous les mercredis soirs jusqu'à la fin juin, en fait, de 20h15 à 21h30, on a une deuxième réunion, l'Océan Théosophie. Donc là, c'est un ouvrage aussi, on pourrait dire, de base, écrit par William Cohn Judge, et qui permet de passer en revue l'ensemble des thèmes essentiels de la théosophie. Et puis, on étudie également, à la fin de chaque chapitre, des textes complémentaires, y compris les réponses aux questions sur l'océan de théosophie, apporté par Robert Crosby, qui était le fondateur avec d'autres associés en 1909 de la première loge des théosophes à Los Angeles. Alors pourquoi il y a eu à l'époque la nécessité de recentrer le mouvement? En fait, les raisons sont indiquées dans le texte qu'on appelle la déclaration de la loge des théosophes. En fait, c'est un peu une charte de travail pour montrer que l'essentiel, au-delà des querelles de personnalité, est l'étude et la propagation des idées théosophiques apportées par ces deux instructeurs, Blavatsky et Judge, pour justement promouvoir le service spirituel de l'humanité, quelles que soient les conditions de race, de croyance, de sexe, d'affiliation, etc. Donc, il était nécessaire en 1909 pour un certain nombre de théosophes autour de Robert Crosby de se recentrer, de republier, de se recentrer sur l'étude et la propagation de ces idées théosophiques telles qu'elles ont été diffusées dans les enseignements d'origine de la fin du 19e. Alors, la loge des théosophes aujourd'hui existe, il y a plusieurs centres à travers le monde. Vous découvrirez ça, effectivement, il y a plus d'une vingtaine de centres. En France, il y a le centre de Paris, à la rue Kepler, dans le 16e. Mais il y a aussi une loge à Dijon, en fait, avec ses activités. Aussi une conférence mensuelle. Il y a un centre d'études qui fait également des réunions d'études et des conférences à Lyon. On peut trouver les détails de ces deux centres dans espacetheosophie.fr. Et il y a aussi également un groupe d'études théosophiques en Tarentaise, à Bourg-Saint-Maurice.
Donc, ce sont des centres d'études qui sont bien sûr qui travaillent dans le même esprit, c'est-à-dire suivant les idées contenues dans cette déclaration de la loge. Et puis, il y a d'autres centres à travers le monde. Avant donc de laisser la place donc à notre ami pour ce sujet de ce soir, Emerson, Thoreau et la théosophie, on va lire deux extraits en fait. Ce sont des passages de chacun de ces deux auteurs qui se situent donc comme ça va être expliqué. Alors d'abord Thoreau, son principal ouvrage s'appelle Walden. Et il faut dire simplement en introduction que Thoreau était un personnage assez particulier dans le sens où il a décidé d'aller vivre, de se construire une cabane dans laquelle il a vécu 2 ans et 2 mois autour d'une mare, enfin d'un étang qui s'appelle Walden et qui appartenait donc sur le terrain qui appartenait à son ami Emerson. Et donc l'ouvrage Walden était écrit, il a écrit, rapporte effectivement ses observations, ses réflexions philosophiques autour de cette expérience. Et puis le deuxième passage, extrait d'un essai de Emerson qui s'appelle La surâme, Oversoul en anglais, et qui sont des introductions pour la conférence qu'on va entendre ce soir. Alors voici d'abord l'extrait de Walden de Thoreau. La plupart des luxes et beaucoup de ce qu'on appelle les conforts de la vie ne sont pas seulement non indispensables, mais constituent de véritables entraves dans l'élévation de l'humanité. Concernant les luxes et les conforts, les hommes sages ont toujours vécu une vie plus simple et frugale que les pauvres. Les anciens philosophes chinois, hindous, perses et grecs étaient une classe de gens dont personne n'était plus pauvre de richesse extérieure et personne n'était plus riche de celle intérieure. Personne ne peut être un observateur impartial ou sage, si ce n'est du point de vue de ce que nous devrions appeler la pauvreté volontaire. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais aucun philosophe. Être un philosophe, ce n'est pas seulement avoir des pensées subtiles, pas même fonder une école, mais plutôt avoir un tel amour de la sagesse pour vivre selon ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. C'est de résoudre certains des problèmes de la vie, non seulement en théorie, mais en pratique. Et le passage de la surâme de Emerson. Le critique suprême des erreurs du passé et du présent est le seul prophète de ce qui doit être et cette grande nature dans laquelle nous demeurons, comme la Terre se repose entre les doux bras de l'atmosphère. Cette unité, cette surâme qui contient l'être particulier de chaque homme et le fait un avec tous les autres. Nous vivons dans la succession, dans la division, dans les parties, dans les particules. Pendant ce temps, dans l'homme se trouve l'âme du tout, le sage silence, la beauté universelle à laquelle chaque partie et chaque particule est également reliée, l'un éternel. Et ce profond pouvoir dans lequel nous existons et dont la béatitude nous est entièrement accessible, non seulement se suffit à lui-même et est parfait chaque heure, mais l'acte de voir et la chose vue, le perceveur et le spectacle, le sujet et l'objet sont un. Que l'homme apprenne alors la révélation de toute la nature et de toute la pensée à son cœur, à savoir ceci, que le Très-Haut demeure en lui, que les sources de la nature sont dans son mental, si le sentiment du devoir est là. Et s'il veut connaître ce que le grand Dieu dit, il doit aller dans son cabinet secret et fermer la porte, comme l'a dit Jésus. Place à la conférence maintenant.
Chers amis, bonsoir. Ce soir, on va parler d'un courant de pensée. C'était des artistes, des philosophes, des poètes qui ont vécu au 19e siècle, spécifiquement dans les années 1830-1840 et puis un petit peu après dans les 1850. C'est un mouvement qui a profondément, influencé, tout l'imaginaire américain. Heu, Vous avez peut-être, entendu dans les séries, ou lu dans les romans des références à Ralph Waldo Emerson, qui est né en 1803 à 1882, est mort en 1882, et Henry David Thoreau, qui est né en 1817 et qui est mort en 1862, et puis quelques autres, qui ont donc, créé ce mouvement, qui s'appelle les transcendantalistes. Alors c'est un mouvement littéraire et philosophique qui fait écho à la théosophie. Sauf que c'était, 30 ans ou même 40 ans avant que Helena, Blavatsky, ne publie, ses différents, opus et ne popularise cette pensée, théosophique. Donc c'est vrai que dans les différentes loges théosophiques, surtout aux États-Unis, on parle souvent beaucoup, de ces transcendantalistes, surtout de Ralph Waldo Emerson, car c'est vraiment un auteur, dont, Helena Blavatsky a parlé. Elle le mentionne, elle l'a lu, elle le connaît, et elle valide en fait, les racines théosophiques, qui sont, dans ces textes. Alors, ce soir, on va parler de ça, et surtout, sous un angle extrêmement, concret, parce que ce sont des gens en fait, qui étaient profondément, ancrés dans le réel, qui étaient profondément spirituels, qui à certains égards étaient des adeptes, je crois qu'on peut le dire, mais qui ont vécu leur vie, de manière très humaine, de telle manière que nous-mêmes pourrions, la vivre, avec certains sacrifices, c'est sûr, mais ce sont en fait des exemples assez, probants, flagrants, d'application en fait des principes, théosophiques, dans la vie. Donc c'est pour ça qu'on a, envie d'en parler ce soir, et de partager, voilà les principes de ce mouvement et les détails un petit peu de l'histoire de ce mouvement. On va aussi, parler des liens avec, la pensée, théosophique. Hem, ces écrits, transcendantalistes, sont essentiellement constitués de divers essais, de journaux, des discours aussi qui ont été prononcés dans des universités, les plus prestigieuses en fait, hein, notamment, à Harvard, et puis des récits de vie, des autobiographies, dont on retient en particulier 2 œuvres essentielles, qui sont, encore largement diffusées aujourd'hui, qu'on trouve facilement en librairie, qui sont des classiques, qui sont des livres, faciles à lire, toujours très accessibles et extrêmement importants, encore aujourd'hui, dans la culture, contemporaine, et qui ont influencé beaucoup d'autres écrivains, beaucoup d'autres, cinéastes et artistes de tous ordres, et puis aussi des penseurs et des intellectuels et des sages. Donc ces 2 ouvrages principaux, ben, c'est l'ouvrage d'Emerson, intitulé Nature, qui a été publié en 1836, et Walden, qui a été évoqué juste avant la conférence, Walden ou La vie dans les bois de Thoreau. Alors Thoreau, ça s'écrit T-H-O-R-E-A-U. En fait, c'est un nom français à l'origine. On peut dire taureau, voilà, mais bon, on prononce Thoreau en anglais. Donc ce Walden ou La vie dans les bois a été publié en 1854. Alors quand on lit, les œuvres des transcendantalistes, on est frappé d'abord par la beauté de l'écriture. C'est une écriture extrêmement lyrique, c'est très poétique, c'est très facile à lire, c'est des récits très concrets, c'est des essais aussi, certes philosophiques, souvent politiques, mais qui sont vraiment d'un accès extrêmement, aisé, car Emerson, Thoreau et ses, acolytes, étaient, très désireux, de partager leur savoir et leur expérience, qu'ils ont véritablement placé à la base de toute l'expérience américaine. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils ont voulu faire, avant d'être spirituels, c'était vraiment de montrer
comment on pouvait être américain. Et être américain, à l'époque, au début du 19e, c'était encore un territoire, à conquérir, à découvrir, où s'installer. C'était un territoire, c'était une nouvelle nation indépendante depuis peu. L'indépendance américaine, elle date de 1776. La Constitution américaine, elle date de 1789. Elle est rentrée, elle a été ratifiée et appliquée à partir de 1792. Donc c'est une nation très très jeune, hein, quand les transcendentalistes écrivent. Et eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était vraiment contribuer à faire de l'Amérique un pays d'hommes libres, d'hommes et de femmes libres et égaux, qui pourraient en fait vivre comme des dieux sur terre, quelque part, c'est-à-dire être autosuffisants, vivre en harmonie, vivre selon des règles justes, en harmonie avec la nature et en harmonie avec le divin. Donc ça, c'était leur projet. Ils avaient un projet qui était aussi politique. C'était pas que des poètes. Quand on lit les œuvres des transcendentalistes, on est frappé, surtout quand on étudie la théosophie, par les points communs qu'il y a avec les écrits théosophiques. Par exemple, Emerson tient des propos sur les liens entre l'évolution et la spiritualité. Il a tout un discours sur le soi supérieur, le soi inférieur. Il évoque aussi l'importance de la division en sept, qui est très, très importante chez les théosophes, ou l'existence d'états de conscience supérieurs ou différents, comme par exemple l'état de nirvana. Alors, il n'utilise pas ces termes-là, il faut le préciser, mais quand on le lit, c'est exactement ce qu'on comprend. Les transcendantalistes parlent aussi de la loi de rétribution, karma, de l'immortalité de l'âme et aussi de l'existence de grandes âmes. Alors on va détailler tout ça, mais vraiment c'est absolument, frappant de voir que, 40 ou 50 ans avant que Blavatsky fixe un petit peu cette connaissance théosophique dans Isis dévoilée, la doctrine secrète et d'autres écrits. On avait déjà en fait, ce discours-là, il y avait déjà ces principes qui avaient été révélés dans une autre littérature. Alors bien sûr, on fait une parenthèse ici, la théosophie, ne se limite pas, à Blavatsky, puisque Blavatsky elle-même explique que la théosophie, c'est la religion sagesse, c'est une sagesse, qui date de temps immémoriaux et qui en fait remonte, à plusieurs humanités précédentes. C'est une connaissance qui se transmet d'humanité en humanité, de globe en globe, de cycle en cycle. Et puis, donc, il n'y a rien de surprenant à ce que on retrouve les idées théosophiques sous d'autres formes, dans d'autres cultures, d'autres traditions. Mais là, on a, voilà, ce qui est fascinant, c'est que c'est une culture qui est occidentale, qui est proche de nous, qui est liée à la politique, qui est liée à la vie concrète. Et on va donc développer un petit peu qui étaient ces transcendantalistes, comment est-ce qu'on peut les voir comme des précurseurs au travail de la société théosophique, pour le coup, et on va montrer en fait comment ces poètes philosophes ont su vivre leur vie très concrètement à l'aune des principes spirituels qui sont chers à la théosophie. Alors il faut d'abord parler du contexte américain dans les années 1840. En fait, tout ça est très lié à une réaction. C'est une époque où les États-Unis, c'était donc un territoire qui était bon, qui n'était pas vierge, hein, puisqu'il y avait des natifs, hein, il y avait déjà des peuplades qui vivaient sur place, mais il y avait quand même de larges portions de territoire qui étaient disponibles. Bon, après, il y a eu des politiques pour déplacer ceux qu'on appelait les Indiens, qui n'étaient absolument pas des Indiens. C'était des natifs, c'était des peuples qui vivaient sur le sol américain avant l'arrivée des colons. Et en fait, on les avait appelés les Indiens parce que les premiers colons pensaient arriver en Inde. Donc, ils pensaient arriver en Inde alors qu'en fait, ils arrivaient dans les Caraïbes. Et les gens qu'ils ont rencontrés là-bas, fatalement, ils les ont appelés les Indiens. Donc, c'est un abus de langage que de les appeler des Indiens. Mais enfin, donc l'Amérique était un territoire qui pouvait être conquis, qui pouvait accueillir une nouvelle nation.
Et dans les années 1800, en fait, l'Amérique venait tout juste de se libérer du joug britannique. Ce n'était plus une colonie britannique, c'était une nation totalement indépendante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à cette époque, l'Amérique n'avait pas de gouvernement extrêmement stable, n'avait pas d'institutions tout à fait définies, quoique dans les années 30 et 40, 1830-1840, ça commençait à être un petit peu mieux organisé, mais ça a pris beaucoup de temps aux États-Unis pour vraiment installer un état de droit, pour installer un système judiciaire, pour installer des lois, faire respecter les lois avec un exécutif, créer des lois qui étaient justes pour les gens qui vivaient sur les territoires. Mais surtout, ce territoire américain, c'était une opportunité pour bien des gens sur Terre, surtout en Europe, bien sûr, mais aussi d'Asie et parfois d'ailleurs, d'Afrique aussi, dans certains cas, de commencer une vie nouvelle. Surtout pour les Européens, de s'émanciper de la tyrannie des monarchies. En Europe, les personnes qui acceptaient le risque de traverser l'océan Atlantique pour venir vivre, sur le territoire américain étaient des gens qui ne supportaient plus, de vivre en Europe, qui se sentaient opprimés par le pouvoir monarchique, qui étaient exclus du droit de vote dans les pays comme l'Angleterre où il y avait, une monarchie, parlementaire, ou bien qui étaient persécutés pour leurs croyances religieuses. Donc ces gens prenaient un risque énorme en fait en traversant l'océan Atlantique. C'était une traversée qui durait 3 mois, qui était très longue, qui pouvait rendre malade, qui pouvait aussi, échouer, c'est-à-dire on pouvait mourir, sur le trajet. C'était déjà un risque énorme de prendre le bateau. Ça coûtait très cher. Certains pouvaient payer, certains s'endettaient, certains acceptaient de, devenir esclaves à l'arrivée. Il y avait des esclaves blancs, on n'en parle jamais, mais ça existait aussi. Des gens qui acceptaient de signer des contrats pour traverser l'océan Atlantique, gratuitement en échange, une fois arrivés sur place, ben, de 3, 4, 5 ans, de servitude. Voilà, donc bon, on voit un petit peu le contexte de ces débuts, de cette vie américaine qui était très rude, et en même temps extrêmement exaltant parce qu'une fois arrivé sur le sol américain, on pouvait créer sa communauté, on pouvait créer sa ville, on pouvait changer de ville, on était libre de quand on en avait marre d'une communauté, de passer à une autre pour, enfin, vivre la vie qu'on voulait, croire en le Dieu qu'on voulait, avoir les principes qu'on voulait et surtout et notamment dans la première moitié du 19e, toute personne qui acceptait de s'installer aux États-Unis se voyait offrir environ, 4 000 acres. Alors ça correspond, je crois, à 16 hectares. Oui, c'est ça, c'est 16 hectares, c'est une surface de terrain énorme. Donc on donnait 16 hectares de terrain à tous les nouveaux colons et on les laissait construire leur maison et commencer à, cultiver le sol pour, acquérir leur indépendance. Donc on voit que, dans ce contexte américain, il y avait beaucoup de choses à penser. Sauf que, bien que, la constitution américaine, qui avait été ratifiée à la fin du 18e, en 1792, établissait l'égalité des hommes et des femmes, et de tous les hommes, il y avait des contradictions, c'est-à-dire, par exemple, il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves dans le sud et dans les premières décennies, il y avait aussi des esclaves dans le nord. Ça a rapidement été supprimé, il y avait aussi des esclaves dans les États du Nord. Et surtout, il y avait des guerres de conquête parce que, heu, à un moment donné, les Espagnols, commençaient aussi à conquérir, le continent américain et dans ce contexte, dans les années 1830-1840, les guerres, l'esclavage qui faisait débat étaient, des événements qui étaient extrêmement problématiques pour beaucoup de gens qui croyaient en l'idéal américain, d'émancipation, et d'autosuffisance et qui a, finalement donné lieu à l'émergence d'une pensée, qui, cherchait à réaffirmer cet idéal américain et à combattre, les dérives, qu'étaient ces guerres et cet esclavage. On peut aussi préciser que c'était une période pendant laquelle on on savait qu'on filait droit vers la catastrophe puisque, au tournant du 19e siècle, c'est-à-dire dans les années, enfin non, à la moitié du 19e, dans les années 1860, il y a eu cette fameuse guerre de sécession, qui est la guerre la plus meurtrière,
de l'histoire des États-Unis. Pendant la guerre de sécession, il y a eu plus de morts que dans toutes les autres guerres menées par les États-Unis cumulées. Donc, on sent qu'en fait, c'était une période, cette période où les transcendantalistes se sont affirmés et ont publié leurs livres, qui était une période de bouillonnement, une période de protestation et une période de remise en question de cet idéal américain. C'est aussi la période où les États-Unis, les présidents américains, notamment Andrew Jackson, ont inventé une politique, ils ont inventé une idéologie qui s'appelle la destinée manifeste, Manifest Destiny en anglais. Cette destinée manifeste, c'était un récit qu'on racontait aux Américains pour justifier l'expansion du territoire et pour justifier notamment le déplacement des Indiens et parfois le génocide donc de ces Indiens qu'il faut appeler des natifs. Cette destinée manifeste, le récit est très simple, c'est que les États-Unis étaient le pays qui avait su concrétiser l'idéal des Lumières, qui avait su rationaliser le pouvoir et faire éclore la démocratie. Et que cet idéal démocratique et républicain, qui garantissait l'égalité des personnes, le droit à la propriété et le droit à la vie, était tellement bon pour l'humanité qu'il était nécessaire de le répandre, de le diffuser à tout prix. Donc cette destinée manifeste, l'idée c'était que comme les Américains avaient raison sur le plan philosophique, ça justifiait de mener des guerres, de déplacer des populations natives et de commettre tout un tas de violences et d'exactions. Bien sûr, cette destinée manifeste, c'est une idée qui était très controversée et qui choquait grand nombre de penseurs et même de personnes du public. Donc on était dans une Amérique qui était pleine de contradictions, où les hommes étaient censés être égaux, mais en pratique, on menait la guerre à des gens juste parce qu'ils habitaient là avant, et on exterminait des peuples autochtones. Dans cette atmosphère-là, il y a des intellectuels en Nouvelle-Angleterre, donc c'est-à-dire la côte est des États-Unis, notamment dans le Massachusetts, qui est un des États avec toutes les universités les plus anciennes, les plus prestigieuses, des intellectuels qui étaient en particulier, guidés, en tout cas dont les leaders étaient Emerson et Thoreau, ont commencé à discuter et à réagir à un certain nombre d'idées qui étaient vraiment ancrées dans la pensée américaine et surtout la pensée des dirigeants politiques américains. Alors, ça, c'était juste avant le transcendantalisme, mais c'est important de le dire. Donc, dans ces idées-là, il y avait l'empirisme de John Locke. Donc, l'empirisme, c'est la philosophie selon laquelle c'est l'expérience des sens, c'est-à-dire l'expérience matérielle, le fait de toucher, le fait de voir, le fait de sentir, qui serait à l'origine de toute connaissance ou de tout plaisir esthétique. Donc, quand on a en tête la pensée théosophique, on voit bien que l'empirisme, c'est pas très en accord avec la pensée théosophique. Parce qu'en théosophie, on aurait plutôt tendance à dire qu'il y a de l'invisible, euh, il y a de l'impalpable, de l'intangible, auquel on n'a accès que par les maîtres ou soi-même dans des états yogiques. Donc, voilà, ces intellectuels, déjà, ils réagissaient à cette philosophie empiriste, qui était à la base de cette société matérialiste. Et puis, ils réagissaient aussi au matérialisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il fallait avant tout se préoccuper des choses matérielles et de considérer que le monde était par nature matériel et qu'il n'y avait pas de dimension spirituelle ou invisible à l'univers. Et puis, bien sûr, ils se sont fermement opposés, et ils ont réagi très vivement à une des religions qui était la plus établie en Nouvelle-Angleterre et qu'on connaît par le surnom des puritains, du puritanisme. Alors en fait, le puritanisme, quand on dit les puritains, c'est
En fait, c'est un petit peu péjoratif parce que à l'époque, c'était un mot qu'on utilisait pour se moquer, de ces gens-là. En réalité, il faut parler de calvinisme, c'est-à-dire la version radicale du protestantisme. Donc, ce calvinisme, c'est une branche de la chrétienté, c'est une religion, c'est une manière de vivre le culte, c'est une manière de vivre sa vie spirituelle, qui, présente des spécificités quand même, très particulières. Heu, par exemple, heu, le le principe de souveraineté de Dieu en toutes choses. Donc les calvinistes, ils ont tendance à penser que Dieu est à l'extérieur de l'homme. Ils ont tendance à penser qu'il y a un Dieu qui est souverain, en toutes choses, à l'extérieur de l'homme. Que l'homme a chuté, et qu'il est complètement corrompu. Et que quoi qu'on puisse faire dans sa vie physique, jamais on n'obtient le salut. C'est impossible. La seule manière d'obtenir le salut, selon les calvinistes, c'est d'obtenir la grâce d'un Dieu extérieur. Donc ça, c'était un des traits principaux du calvinisme. Et puis, il y avait aussi la doctrine de la prédestination. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de libre arbitre pour eux, mais simplement l'idée qu'on était prédestiné à devenir quelqu'un de particulier. Et on pouvait aussi être prédestiné tout simplement à être perdu à jamais, et qu'on soit gentil ou méchant, à pourrir en enfer au bout du compte. Donc, ce calvinisme était une des religions qui était très établie aux États-Unis à l'époque, parce que les calvinistes étaient persécutés en Europe. Donc, il y avait beaucoup de calvinistes, c'est-à-dire de puritains, hein, qui traversaient l'Atlantique pour pouvoir enfin être puritains, tranquilles, aux États-Unis. Mais ces intellectuels donc transcendantalistes, eux, étaient en désaccord avec le calvinisme. Alors, maintenant, on voit, contre quoi ils se battaient en fait, hein, et on peut commencer à définir, qu'est-ce qu'eux ils voulaient? Comment est-ce qu'eux ils concevaient en fait, leurs pensées? Alors, dans leurs propres termes, pour eux, le transcendantalisme, c'est une forme d'idéalisme. Ça veut dire que, ils recherchent un idéal d'harmonie, qui ne dépend pas forcément de facteurs extérieurs, ou qui n'inventent pas des contre-courants qui pourraient contrecarrer finalement l'action des individus. Le transcendantalisme, il a été véritablement théorisé en 1842 par Emerson. Et Emerson a choisi le terme transcendantal dans la philosophie d'Emmanuel Kant. Notamment dans le texte de Kant qui s'appelle La critique de la raison pratique, qui est un des piliers de la philosophie allemande et de la philosophie occidentale. Et donc, la définition de transcendantal, selon Kant et selon Emerson, hein, qui l'a emprunté, c'est une définition transcendantale. C'est un mot qui sert à parler de la manière dont on appréhende le monde. Transcendantal, c'est la manière dont on va connaître les choses. Et si on se souvient bien, on a parlé de l'empirisme un petit peu avant. Donc, dans la pensée occidentale, on a tendance à être matérialiste. On a tendance à penser que le monde, il est matériel, il n'est que matériel, il n'est que physique, et qu'on ne peut le connaître que par les sens, que par le goût, la vue, l'odorat, le toucher. Mais pour Kant et les transcendantalistes, en fait, il y a une autre manière de voir le monde. Il y a une connaissance qui porte sur les choses, mais il y a aussi une connaissance sur la manière d'appréhender les choses. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser, non pas à ce qu'on perçoit, mais à la manière de percevoir. On peut se concentrer sur ce qui perçoit quand on perçoit. Alors là, tout à coup, ce terme transcendantal, hein, qui est en fait, c'est la philosophie occidentale, hein, c'est pas là pour le coup, c'est pas de l'hindouisme. On voit que déjà dans cette philosophie-là, il y a une idée qui est très chère aux orientaux, qui est très chère aux hindous en particulier et aux théosophes, c'est qu'en fait,
il y a dans l'être humain une conscience, un foyer de perception, il y a un esprit. Et dans le yoga, on se sert de cet esprit, de cette conscience pour méditer. Et qu'on peut en fait accéder à tout un monde intérieur, tout un monde invisible. On peut accéder à une forme de félicité, de bonheur, en se concentrant sur ce qui perçoit en nous. Voilà, donc ce terme de transcendantalisme, il vient de cet adjectif transcendantal qui renvoie à la manière d'appréhender les choses. Donc le transcendantalisme, c'est euh, c'est aussi une philosophie, et en même temps, c'est une philosophie qui est métaphysique. La métaphysique, c'est exactement ce qu'on fait en théosophie. La théosophie, c'est une métaphysique parce que c'est une science qui recherche les causes premières, qui recherche ce qui est l'univers, quel est l'être à l'origine de l'univers, qu'est-ce qu'il y a de conscient dans l'univers, quelles sont les causes premières de l'être et de l'univers qui nous entoure. Ça, c'est la question à laquelle répond la métaphysique. Donc le transcendantalisme, comme la théosophie, c'est une métaphysique. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, ben, il y a aussi le mysticisme, parce que le transcendantalisme est ancré dans toute une tradition mystique, notamment les mystiques allemands et scandinaves. Par exemple, Emerson était un fervent admirateur d'Emmanuel Swedenborg, dont Helena Blavatsky parle énormément. Swedenborg, c'était un médecin suédois qui a passé toute une partie de sa vie à être médecin, voilà. Et puis un jour, il a eu une sorte d'éveil spirituel fulgurant qui lui a permis de dialoguer avec les anges, de dialoguer avec Dieu, d'aller visiter les mondes invisibles et d'écrire ses expériences et de parler de ses expériences. Et Swedenborg, il a écrit une quantité invraisemblable de récits, de tous les dialogues qu'il a eus avec les anges, avec Dieu, avec tous les êtres spirituels, dont parle aussi la théosophie. Donc Swedenborg n'était pas un théosophe, il était encore un siècle avant. Hein. Swedenborg, il est né en 1688 et il est mort en 1772, donc c'était encore avant. Et Blavatsky considère que Swedenborg est aussi un très initié à toute la connaissance théosophique. Voilà, et Emerson, lui, il a même écrit un livre sur Swedenborg. Donc ça, c'est la partie mystique qui a vraiment beaucoup influencé notamment Emerson. Et puis, parce que le transcendantalisme, ce n'est pas qu'une philosophie métaphysique, c'est aussi de la littérature. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce qui fait que c'est populaire et que c'est facile d'accès, c'est qu'en fait, c'est beau. C'est beau, c'est agréable à lire, on en tire un plaisir esthétique. Et c'est merveilleux de lire les textes transcendantalistes parce que ils racontent la beauté de la nature, le contact avec les animaux, la beauté de la lumière du soleil, qu'est-ce que ça éveille comme sentiment, quelle pensée ça fait émerger. Donc c'est vraiment une poésie magnifique en fait. Et par rapport à cette partie vraiment littéraire, c'est le romantisme. Donc le romantisme, c'est le courant majeur hein, du milieu du 19e siècle. Alors on les connaît bien, les romantiques. Hein. On a plein de romantiques français, notamment Baudelaire, mais pas que. Les romantiques anglais, c'est vraiment eux qui ont été les précurseurs avec Wordsworth, Coleridge, Carlyle. Et ces romantiques, alors, en fait, ils ont bouleversé les codes de la littérature. Parce que avant eux, la littérature, elle était entièrement façonnée par l'idéal rationaliste et matérialiste. C'est-à-dire que juste avant le 19e siècle, euh, c'était le siècle des Lumières, c'était le siècle du progrès philosophique, le siècle du progrès scientifique, et l'humanité à ce moment-là a vécu dans l'illusion que la science mathématique pouvait tout expliquer, que le monde était comme une grande horloge, et que finalement,
tout était gouverné par des lois que les mathématiques pouvaient, décrire à la perfection. Alors ça, bien sûr, c'était, pas forcément faux, mais en tout cas, l'état des connaissances à l'époque et l'état des connaissances encore aujourd'hui en 2022 n'était pas tout à fait, au niveau pour, vraiment remplir, cette promesse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, trop croire, en le progrès, technique, ça a propulsé en fait, la société occidentale dans la misère. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'on a inventé les machines, on a inventé, d'abord la machine à vapeur, on s'en est servi pour faire des machines qui tricotaient plus vite, qui faisaient plus vite des tissus. Donc du coup, il y a plein de gens qui ont perdu leur travail, c'est la révolution industrielle qui, au lieu de vivre à la campagne dans leur petite maison, avoir leur petit commerce de moutons, de laine, etc., ils vivaient paisiblement, pas forcément très richement, mais ils n'étaient pas pauvres, ils n'étaient pas misérables, ils vivaient au grand air, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et du jour au lendemain, ce progrès technique-là, il a détruit leur vie. Ils se sont retrouvés sans rien, sans argent, sans ressources. Ils ont dû fuir la campagne et aller habiter dans des villes qui n'étaient pas prêtes à les accueillir et dans lesquelles ils ont vécu vraiment dans une misère crasse, sans travail, sans argent, dans des taudis, ils tombaient malades, ils faisaient des enfants qui étaient obligés de faire travailler dès l'âge de 5, 6 ans, 16 heures par jour, 17 heures par jour. Ils mouraient extrêmement jeunes, ils vivaient des vies infernales, ils faisaient que travailler dans des usines, dans une pollution sans nom, avec très, très peu de repos. Donc cette vision-là du progrès et du rationalisme scientifique, elle a été vraiment, salie et déconsidérée, délégitimée par l'expérience de la révolution industrielle qui avait causé tant de misère et surtout qui avait concentré la richesse dans un très petit nombre de personnes et qui avait jeté dans la pauvreté la plus absolue le plus grand nombre. Et les romantiques, en fait, ce sont des gens qui se sont insurgés contre ça et qui ont créé une littérature, qui ont créé un langage, une poésie qui voulait restaurer finalement comment dire, l'accès au monde intérieur, au monde imaginaire, qui voulait restaurer la beauté de la nature, qui voulait inspirer une vie plus proche des éléments, une vie plus contemplative, et qui voulait célébrer la beauté en fait du monde. Et ces romantiques, pour faire ça, ils ont tout changé dans la littérature et la poésie. Ils ont changé les images, ils ont changé les formes, ils ont changé la structure des poèmes, la structure des romans. Ils ont inventé plein de choses. Et en fait, le romantisme n'est jamais mort. C'est-à-dire que depuis la moitié du 19e siècle, le romantisme des premiers temps, bien sûr, a évolué. Mais aujourd'hui encore, on cultive en fait une esthétique romantique de manière très, 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 très vivante, hein. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, le romantisme est là. C'est un mode d'expression qui est plus que jamais vivant, plus que jamais présent. On le voit partout dans les modes, dans les représentations artistiques les plus contemporaines. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point les gens ont soif de reconnexion avec le vivant, de reconnexion avec la nature, et ils ont soif de cet invisible et de cette spiritualité. C'est exactement ça dont parle le romantisme. Donc les transcendantalistes, en fait, ils ont fait la synthèse. Ils ont fait la synthèse d'une philosophie et d'une esthétique. Alors, les principes, par exemple, du romantisme, heu, en plus de cette réaction aux Lumières et à l'industrialisation, c'était qu'il y avait une religion naturelle. Que la religion, c'était une chose qui était complètement spontanée chez l'être humain, que religion, ça vient de religare en latin, qui veut dire relier, et que dans l'être humain, il y a un élan qui veut se relier à la nature et aux choses naturelles, mais sans institution. Et puis aussi, chez les romantiques, il y avait cette notion d'individualisme. C'est-à-dire que chaque personne, chaque être humain avait une valeur et comptait et avait, sa propre, vision du monde et sa propre beauté, sa propre individualité. Ça, c'était très important parce que
jusqu'à présent, on ne considérait pas forcément que tout le monde avait une individualité. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça aujourd'hui, mais il y avait plein de gens qui étaient un peu, qui vivaient un petit peu dans l'idée qu'ils faisaient partie d'une masse, qu'ils faisaient partie d'une lignée, voilà, ils remplissaient un rôle et puis ils ne se souciaient pas de savoir s'ils avaient quelque chose à apporter ou quelque chose à vivre de particulier. Et surtout chez ces romantiques, hein, et puis c'est pareil chez les transcendantalistes, c'est l'idée de l'imagination. Alors l'imagination chez eux, ça a un sens très très particulier. C'est en fait le pouvoir créateur. C'est-à-dire que l'imagination, c'est le fait de pouvoir créer des mondes entiers avec son esprit. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça redonne du pouvoir à chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, un homme ou une femme, jeune ou vieux. Et, c'est cette base romantique-là, elle est à la base des principes du transcendantalisme, qui sont la croyance en un savoir intuitif plutôt qu'un savoir sensible, qui sont que dans chaque individu, il y a une étincelle de divinité. Donc là aussi, on reconnaît des choses théosophiques. Cette idée qu'il y a une connexion à la nature à laquelle on a toujours accès, et que cette nature, en fait, c'est la somme de toutes les âmes qui l'habitent. Et que toutes les âmes qui l'habitent, en fait, sont simplement les unités, ou en tout cas les parties d'une surâme. En anglais, ils disent an oversoul. Et cette surâme, elle ressemble un peu au principe qu'on apprend en théosophie, qui est de l'atma, par exemple. Voilà, donc chez les transcendantalistes, ils ont aussi ajouté à tout ça la foi en la divinité de l'être humain qui motive les pionniers américains, les pionniers qui sont allés à la conquête du territoire, qui ont, au péril de leur vie, cherché à créer de nouvelles communautés, à s'étendre. Ils ont aussi imposé une forme d'optimisme, puisque de toute façon, de leur point de vue, on était là pour observer cette manifestation du monde du point de vue de l'individu, aussi un individualisme et un antitraditionnalisme. Et les transcendantalistes, en fait, sont considérés comme des pionniers spirituels, des pionniers au sens américain, mais aussi dans la sphère spirituelle. Voilà, c'est des gens qui ont soutenu tous les mouvements réformateurs de leur époque. Ils étaient pour l'égalité homme-femme, ils ont soutenu les mouvements ouvriers, hein, parce qu'il n'y avait pas de syndicats à l'époque, il n'y avait pas de loi, on exploitait les gens, donc ils étaient opposés à ça. Et bien sûr, ils étaient contre l'esclavage. C'était un grand cheval de bataille, ça. Euh, voilà. Alors après, on peut citer vraiment un principe qui est extrêmement important, qui est extrêmement concret chez les transcendantalistes, c'est la non-violence et en même temps la désobéissance civile. L'idée de désobéissance civile, elle a été inventée par Thoreau en 1849 dans un essai qu'il a intitulé Désobéissance civile, Civil Disobedience en anglais, à la suite d'une expérience que Thoreau avait eue, c'est-à-dire qu'il avait refusé de payer l'impôt parce que, il considérait qu'il n'était pas d'accord de donner son argent à un État qui faisait la guerre au Mexique pour de mauvaises raisons et qui cautionnait l'esclavagisme. Alors il n'a pas payé son impôt pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, on l'a mis en prison. Il est resté en prison qu'une seule journée, en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé, qui a payé sa dette. Mais en tout cas, il est allé au bout de sa pensée et il préférait vivre sa vie en prison, mais être libre spirituellement, que d'avoir soutenu un régime injuste. Et c'est un texte fondateur qui a inspiré tous les mouvements basés sur la non-violence, notamment par Gandhi et Martin Luther King. Alors, après, pour conclure, enfin une conclusion un peu étoffée, mais vraiment rappeler un peu qu'est-ce qui relie la théosophie aux transcendantalistes. Bah, par exemple, on lit dans le livre Nature d'Emerson, qui est publié en 1936, que le monde, en fait, que la vision du monde est panthéiste, exactement comme les théosophes, c'est-à-dire qu'on affirme la relation entre Dieu et le monde, et que finalement, dans ce livre Nature, lui, il raconte que quand on vit dans la nature, qu'on construit soi-même sa maison, qu'on est entièrement responsable de tout son quotidien et que toute sa vie a du sens,
et qu'on est entièrement en harmonie avec la nature, on devient en fait un être, on a un fonctionnement différent et que l'homme devient, comme il dit, un œil transparent qui est tout entier absorbé par les phénomènes qui l'environnent. Que ça change complètement les choses de revenir à cet état complètement naturel. Euh, Emerson, dans ce livre, a donné une des citations les plus connues, qui est I am part and parcel of God, c'est-à-dire en français, je suis une particule du divin. Et ça, c'est une idée qui est très chère aux théosophes, hein, d'être une particule du divin. On le dit, ça, que chaque individu est une fraction de l'âme universelle, et après on traverse tout un tas de cycles de réincarnation, tout un tas de vies, etc., pour évoluer, augmenter comment dire, son vécu spirituel et réintégrer la surâme avec une expérience, voilà, on en ressort grandi, on fait grandir comme ça cette surâme. Dans Nietzsche, il célèbre l'importance des intuitions et des rêves beaucoup plus que la raison et l'expérience des sens. Alors, cette vie proche de la nature, elle a été vraiment documentée par Thoreau dans son livre Walden, ou La vie dans les bois, qui a été publié en 1854. Thoreau a vécu entre 45 et 47 au bord d'un lac, dans une forêt, dans une cabane qu'il a construite lui-même. Il a vécu comme ça 2 ans et il raconte tout dans Walden, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre absolus de la littérature américaine et dont on vous recommande la lecture, ne serait-ce que d'extraits, parce que c'est absolument fabuleux, tant sur le plan de l'écriture, de la beauté du style, que de la connaissance spirituelle qu'on en tire. Voilà. Alors plus précisément, les liens avec la spiritualité indienne ont été vraiment attestés par Emerson dans un de ses essais qui s'appelle Platon ou le philosophe, où Emerson cite en fait son inspiration dans les écritures hindouistes, notamment les Védas, la Bhagavad Gita ou les Vishnu Purana. Et cette idée de l'unité fondamentale, qu'il avait perçue lui dans ses expériences, en Amérique, ben, en fait, pour lui était confirmée dans les textes antiques indiens et il en parle beaucoup et il a été très inspiré par ça. On voit qu'il a comme ça une fibre théosophique, même si à l'époque, il n'y avait pas encore la société, théosophique. Donc bon, lui, il insiste sur la nature illusoire du monde, la Maya, dont on reparlera dans des conférences à venir ici. Euh, euh, voilà, je vais pas trop détailler tout ça. Peut-être qu'il y aura des questions. Euh, et puis, je vois que l'heure est assez avancée, donc je veux pas trop prendre de temps. Euh, voilà, donc pour finalement conclure sur cette vision panthéiste du monde, on a une citation d'Emerson qui dit le divin paraît entièrement jusque dans chaque petite toile d'araignée et mousse verte. Pour lui, il y avait à voir Dieu dans chaque petite chose. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement importante parce que on va davantage se connecter au spirituel en regardant le monde physique, en conscience qu'il a une contrepartie spirituelle, que peut-être en étudiant des textes qui sont très intellectuels, avec tout un jargon. Voilà. Voilà, donc ouais, Emerson, finalement, il arrive à la même conclusion que la théosophie, c'est-à-dire que le monde tel qu'on le vit en tant qu'être humain est une précipitation de l'esprit suprême, que tout est illusoire, mais en même temps, on prend part à ce monde illusoire, on ne peut pas y échapper, et que quand on vit dans la conscience de cette illusion et dans la saveur de ce monde qui est à la fois matériel et spirituel, eh bien, on est des êtres humains qui plus élevés, plus forts et plus à même d'aller vraiment à l'essence de l'existence. Voilà, donc les transcendantalistes, on espère l'avoir
expliqué suffisamment clairement, étaient des gens très intéressants parce qu'ils ont su vivre leur vie en restant fidèles à la connaissance initiatique, telle qu'on la retrouve en théosophie, dans un idéal qui est fraternel et humaniste. Et on invite à les lire, notamment le livre Nietzsche et le livre Walden, pour s'imprégner de leur exemple et puis attiser cette flamme. Voilà, la conférence est terminée. Merci. Alors, quelles sont les questions donc, sur ce thème des transcendantalistes, le rapprochement de Emerson et Thoreau avec la théosophie? Alors, il y a une question là. Maria Stella, oui. Oui, bonsoir. J'ai pas compris si Madame Blavatsky avait eu connaissance de ce mouvement. Si Madame Blavatsky avait eu connaissance de ce mouvement. Oui. Oui, bien sûr. Hein. Elle cite d'ailleurs le mot oversoul, sauf erreur. Tu peux intervenir, hein, Mathias, mais sauf erreur. Oui, Blavatsky en parle. Hein. Blavatsky, là, il cite les Emerson, Thoreau, les transcendantalistes souvent. Dans la doctrine secrète, on retrouve ces mentions, je crois, hein, dans les idées dévoilées aussi. Et oui, elle était très, très, très amatrice des écrits transcendantalistes. Le mot oversoul qui a été utilisé pour un essai par Emerson, en fait, Mme Blavatsky le réutilise en fait, hein, mais c'est lui, sauf erreur, qui l'a inventé, c'est Emerson. Une autre question? Moi, j'ai une question sur l'influence que reconnaît d'ailleurs Gandhi très clairement et qui montre que, on va dire, sans s'approprier le mouvement théosophique, on voit bien que ces transcendantalistes font partie de ce grand mouvement théosophique, comme on l'a entendu pendant la conférence, on a suffisamment de preuves. Mais ma question était plus sur la façon dont cette idée de la désobéissance civile avec la non-violence peut être utilisée dans des mouvements comme par exemple Gandhi l'a fait, mais on le cite souvent comme étant le pionnier, Gandhi comme étant le pionnier de la non-violence, mais on voit bien que là, ça se situe dans une pensée mondiale. Mais l'idée, c'est comment utiliser ces deux aspects, la non-violence et la désobéissance civile, pour des raisons qui sont éthiques, qui en valent la peine et non pas que pour faire des grèves pour un oui ou pour un non. Donc, comment utiliser ces armes pour quelque chose de plus noble? Effectivement, vas-y, si tu veux. Oui, je crois que les transcendantalistes ou Martin Luther King ou Gandhi, ils avaient vraiment un idéal de fraternité universelle. Ils avaient un idéal de justice et d'égalité qui était toujours à l'origine de leur action. Et je crois que une manifestation comme on a pu en voir ces derniers temps, notamment dans notre pays, ne sont pas des manifestations non violentes. Donc je ne dirais pas que ce sont des manifestations non violentes, c'est des manifestations violentes avec des blocages, avec des injustices, avec des violences. Donc non, l'exemple, je crois, le plus frappant, hein, c'est peut-être l'histoire du sel de Gandhi. Gandhi, en fait, les Indiens ont du sel à profusion, qui était très facilement et très accessiblement, très facilement accessible partout avant l'arrivée des colons britanniques. En fait, les Anglais, à un moment donné, ils ont mis une taxe sur le sel en Inde, ce qui était absolument horrible. Tout à coup faire payer. C'est comme si on nous faisait payer l'air qu'on respire là demain. On serait outré. Donc Gandhi s'est insurgé contre ça. Et sa manifestation non violente, ça a été de dire, moi je vais marcher, il a dit, moi je vais marcher, je ne sais plus combien, 400 km. Donc il s'est mis en marche, avec ses pieds, il a marché. Et il expliquait aux gens en marchant, il disait,
là, je marche et en fait, comme je ne veux pas payer l'impôt sur le sel, et qu'il n'y a pas de sel que je peux trouver tout seul, en fait, je vais marcher jusqu'à la côte et je vais aller ramasser le sel par terre qu'il y a sur la plage, un peu plus loin, dans le sud, à 400 km. Et il expliquait aux gens, il marchait. Et en fait, les gens se sont tous mis à le suivre. Et finalement, ils ont été des centaines et des centaines de personnes à marcher à côté de Gandhi, tout à fait pacifiquement, sans rien dire, fraternellement. Et ils sont tous allés chercher, ramasser du sel par terre, parce que de toute façon, il était par terre à quelques kilomètres, puis pour le distribuer aux gens. Et ça, c'est vraiment un exemple de manifestation non violente. Il n'y avait pas de violence à l'égard des Anglais, il n'y avait pas de violence à l'égard de personne. C'était juste un refus d'obtempérer et une preuve que la loi en place était injuste. Donc, je ne sais pas si on a répondu à la question, mais la vraie non-violence, on ne la voit pas souvent en fait. C'est pas, euh, je crois que les événements auxquels on parle étaient en fait des événements violents. Et quand on fait la vraie non-violence, quelque part, c'est forcément pour l'émancipation. Sinon la non-violence, elle ne marche pas parce qu'il faut que ce soit un phénomène un petit peu suivi. Il y a peut-être aussi une dimension de respect de l'autre, en fait, de l'intégrité spirituelle de l'autre, et c'est mis dans le contexte effectivement d'une lutte d'influence. Hein. On sait aussi ce qui a été fait par Gandhi à propos du rouet, qui était le signe de l'autonomie par rapport au coton qu'on envoyait à Birmingham, qui était tissé et ensuite qui était ramené et vendu très cher aux Indiens. Donc en fait, tout ça, c'était pour des actions concrètes, pour illustrer l'idée qu'on n'était pas forcément piégé par la position de force de la force coloniale, en fait. Il y a une autre question là qui a été une main levée là. Oui, on a l'impression qu'il y a quelques rapprochements possibles avec la pensée amérindienne, avec les natifs, sur la notion du divin intérieur, sur les liens de l'homme avec la nature. Est-ce que Emerson ou Thoreau en parlent? Je ne sais pas. Mathias, moi je ne sais pas répondre. Oui, tout à fait. Dans les pages de... Alors, je crois que c'est dans Walden. Il y a des pages d'interaction avec des peuples natifs. Oui, ils en parlent. Oui. Après, c'était pas leur objet. En fait, eux ils prônaient finalement l'accès à la connaissance par l'intuition et les rêves. Pour eux, le sens de la vie, c'était vraiment d'être concentré sur son expérience, sur la nature environnante, c'était de devenir cet œil transparent, c'était être absorbé par l'action. Un petit peu comme dans la Bhagavad Gita, c'est un yoga en fait ce qu'il propose. C'est que chaque action de sa vie serve à se sentir satisfait, c'est-à-dire c'est trouver son coin de forêt, construire sa cabane, observer les animaux qui vivent autour, trouver les petites baies, les petites choses qu'on peut manger, méditer, contempler la beauté du monde et surtout garder à l'esprit qu'il y a cette présence spirituelle en fait, que le monde est fait de pensée. On n'a pas eu le temps d'en parler pendant la conférence, mais pour eux, le monde est fait de langage. Le monde est un tissu de mots. Que la surâme universelle, en fait, c'est la même idée qu'en dans l'hindouisme, c'est-à-dire que Brahman crée le monde en le rêvant. Et chez les transcendentalistes, c'est pareil, eux, ils pensent que la surâme, elle rêve le monde dans lequel on vit, et nous, on a une partie de ce rêve. Et donc, dans le rêve de la surâme, elle a un langage, et que tout ce qu'elle rêve, c'est des mots, c'est des descriptions, et que la nature, c'est le vocabulaire du monde, en fait. Et tout ça pour en revenir que ils étaient moins intéressés par ce que les natifs avaient à leur apprendre sur leur spiritualité à eux que sur eux-mêmes leur chemin pour accéder à leur propre spiritualité. Et ça, c'est très intéressant parce que une des dérives
finalement du discours spirituel et malheureusement parfois en théosophie on peut être sujet à ça, c'est que la spiritualité c'est quelque chose qu'on doit découvrir soi-même en fait. Alors les enseignements spirituels ils aident parce qu'ils donnent des métaphores, ils donnent du lexique, ils donnent un accès par l'intellect, mais en fait tant qu'on vit pas les réalités spirituelles qui sont en jeu, on ne peut pas vraiment y accéder et les comprendre. Et finalement, c'est assez vain d'accumuler des connaissances techniques, pour ainsi dire, qui seraient de la spiritualité, alors qu'en fait, ce n'est pas la spiritualité, c'est un tissu intellectuel. Donc les transcendentalistes, s'ils rencontraient des Indiens, ils en parlaient dans leurs autobiographies, mais pour eux, l'important, c'était de cheminer vers leur propre accès au divin de la nature. Il y a quand même un point qu'on peut rajouter à propos de Walden, quand même, Thoreau, c'est qu'il prend l'exemple de leur façon de vivre et par exemple, par rapport, il y a tout un chapitre sur le thème du logement, comment les hommes s'endettent à vie pour pouvoir avoir une maison à eux, ils ont un travail, ils sont complètement enchaînés, alors que finalement, il va mettre en avant, Thoreau va mettre en avant l'importance de la simplicité, l'indépendance, la confiance dans le cadre naturel. Il dit ils peuvent déménager leur logement comme ça. Ils vont pas passer toute une vie pour payer une maison finalement qu'ils céderont après à leur descendance. En fait, ils mettent quand même un peu en avant l'esprit de vie en harmonie de ces Amérindiens avec la nature qui les environne, en fait. Enfin bon, ça c'est juste un point. Est-ce qu'il y a une autre question là qui a disparu là? Oui. Germain, on va prendre la question de Germain. Oui. Vu donc tout ce qui a été décrit sur Emerson, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut avoir un véritable philosophe à partir d'une école? Un véritable philosophe à partir peut être le fruit d'une école? À partir de? Une école. Oui, est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui qui peuvent former des philosophes comme Emerson? Ou alors, c'est naturellement qu'on devient philosophe, comme il a été dit? Est-ce qu'on devient philosophe transcendentaliste en passant par une école, ou alors est-ce qu'on peut effectivement le devenir de manière naturelle? Bon, je peux peut-être répondre. Emerson et Thoreau, c'était des gens extrêmement éduqués, qui venaient de familles intellectuelles, assez bourgeoises. Par exemple, Emerson, il vient d'une famille de pasteurs, donc c'était des gens qui lisaient énormément, c'était des gens qui étaient très très fins, qui avaient beaucoup de culture et qui ont fait des études supérieures, qui sont allés à l'université et qui ont étudié la philosophie. Tout ça, ça n'est pas tombé du ciel. C'est des gens à qui on a appris à écrire, à penser, qu'on a saturé de connaissances livresques et intellectuelles. Donc, peut-être la réponse à la question, je crois, c'est que pour devenir philosophe, on peut être philosophe sans être allé à l'école. Être philosophe, ça veut dire qu'on réfléchit à comment mieux vivre et comment la sagesse peut amener à accepter sa condition, et notamment l'idée qu'on a une vie finie, qu'on va mourir. Mais pour être un philosophe de la stature d'un Emerson, avec les livres, etc., il est probable qu'il faille aller à l'université. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, enfin, bon, pour la théosophie, le véritable philosophe, c'est celui qui est l'amant de la sagesse, donc c'est celui qui va rechercher les réponses à l'intérieur de lui-même par rapport au contexte de la vie. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il y a un cadre intellectuel, c'est vrai que ces deux personnages étaient des intellectuels de famille. Même quand on lit par exemple Walden, on voit très bien toutes les citations qui sont faites
dans les différentes traditions, donc ils connaissaient très bien, ces deux auteurs connaissaient très bien les textes, ils avaient lu les textes orientaux, ils connaissaient les références, mais en fait, la philosophie, c'est pas ça, c'est la sagesse que l'on doit retrouver et devenir quelqu'un qui se met en quête de la sagesse. Donc, quel que soit le niveau dans lequel on a été éduqué, on peut essayer de devenir un véritable philosophe, c'est-à-dire chercher les vraies réponses que la nature nous propose. Et bien sûr, pour la théosophie, ça doit se faire par une exploration à l'intérieur de nous-mêmes, comme il le dit dans son essai, là, Emerson, il faut faire comme Jésus l'a dit, il faut effectivement explorer la dimension intérieure, mystique intérieure. Mais bon, néanmoins, la philosophie, c'est la recherche de la sagesse, donc le questionnement sur son cheminement, en fait. Alors, il y a encore une place pour une ou deux questions rapides. Oui, là. moi j'ai une question. Est-ce que cette approche, en fait, bien sûr, qui laisse la place à chaque être humain, puisqu'il y a cette idée d'une fraternité et de la non-violence qui est déjà là, et puis de la proximité avec la nature, donc accessible à chaque être humain. Comment est-ce qu'on peut dire que la valeur plutôt de ce grand mouvement comme le grand mouvement théosophique au sens large qui cherche le progrès de l'humanité vient du fait que c'est un mouvement universel et qui ne veut pas juste se limiter à telle population ou à telle communauté. On n'est pas là dans une compétition pour dire que les hindous sont supérieurs aux Indiens d'Amérique ou aux Australiens, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'universel qui fait qu'il y a de la valeur? Oui, bien sûr. On met souvent l'accent, et on le rappelle, sur le concept de fraternité universelle. Donc en fait, la théosophie invite à voir bon, alors on dit la surâme, ou on dit le concept du divin, ou on dit, enfin, il y a différentes façons d'approcher, en fait, mais l'idée, c'est que derrière toutes les grandes traditions, derrière tous les mouvements religieux dans certains aspects et philosophiques, il y a effectivement un élan pour dépasser les frontières, les cloisons, et de voir qu'il y a une sève spirituelle qui est entretenue et qui est cet enseignement de ces maîtres de sagesse qui sont là parmi l'humanité depuis l'enfance de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a des millions d'années et qu'ils ont accompagné l'humanité. Mais alors l'humanité n'a pas forcément reconnu ces choses et les a cloisonnés dans des mouvements avec des noms, des étiquettes, etc. Mais derrière chaque élan authentique, alors les transcendantalistes, on voit bien, sont des précurseurs de la pensée théosophique du XXe siècle, du XIXe siècle. Et ce n'est pas un hasard. Madame Blavatsky parle de cette idée, de cet effort pour libérer la pensée des dogmatismes. Et c'est vrai que le Moyen-Âge avait enfermé beaucoup la pensée occidentale. Donc on voit progressivement des étapes et ça ne peut pas se faire parce qu'il y a la loi du karma. Bon, ça n'a pas été beaucoup discuté aujourd'hui, mais c'est vrai que cette loi du karma, c'est ce qui formate un peu la pensée collective et que l'homme ne peut progresser que par des efforts auto-induits et autodéterminés. Donc progressivement va apporter une vision, va corriger un peu les choses qui enferment la pensée et va l'encourager à libérer cette pensée dans le sens de l'éveil collectif de l'humanité. Donc en fait, l'objectif du véritable philosophe, c'est l'émancipation spirituelle collective de l'humanité. Ce n'est pas le salut individuel, il n'y a pas de prédestination pour la théosophie, mais on peut dire que notre prédestination en tant qu'être humain, c'est justement la réalisation spirituelle de l'ensemble de l'humanité.
Donc il y a là un objectif qui dépasse effectivement, mais qui peut être corrigé, amélioré, approfondi avec les différentes étapes. Alors il y avait juste une dernière question de Maria Stella, après on va arrêter là. Non, non, merci, c'est plus la peine. C'était la même question que Mathias. Ok, d'accord, très bien. Alors, est-ce que tu veux dire quelques mots, Mathias, pour conclure? Alors, pour conclure, bah, moi, j'invite vraiment à lire Walden et Nature. Je crois que c'est vraiment une lecture qui est très intéressante pour nous qui nous intéressons à la théosophie. Et j'espère qu'on pourra reparler de ces auteurs parce que ce soir, finalement, on a été un petit peu pris par le temps et c'est vrai qu'il y avait quelques aspects qu'on n'a pas vraiment pu bien discuter, notamment karma. C'est vrai que bon, la théosophie a beaucoup de facettes et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout, mais on sent bien quand même qu'il y a un vent dans ces auteurs, il y a le vent de la philosophie, le vent de l'émancipation spirituelle, le vent de ces efforts auto-induits et autodéterminés qui caractérisent vraiment, qui doivent caractériser la démarche théosophique. C'est pas de répéter comme un perroquet, effectivement, ce qu'on peut lire dans les textes philosophiques, on est d'accord, mais par contre, c'est d'essayer de vivre une vie à la lumière, d'être ce qu'il dit, en fait. C'est être un philosophe, c'est pas seulement avoir des pensées subtiles, mais même fonder une école, pas même fonder une école, mais plutôt avoir un tel amour de la sagesse pour vivre selon ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Et résoudre certains des problèmes de la vie, non seulement en théorie, mais en pratique. Et bonne soirée à tous.